invité parce qu'il peut véritablement nous éclairer, notamment avec son dernier livre qui s'appelle Bousculons les politiques devant l'urgence climatique. L'urgence climatique. Donc, je voulais, pour commencer, saluer tous ceux et celles qui mènent ce combat contre l'anti-modèle agricole qu'est l'étable des 1000 vaches, parce que c'est vraiment l'image du capitalisme mondialisé, avec toujours plus de concurrence mortifère au niveau planétaire, toujours plus d'émissions de gaz à effet de serre pour un même volume de production. Et je regardais ce matin tout ce qui est affiché dehors là, et on voyait bien que ce projet a été conçu dans le cadre de la sortie annoncée des quotas laitiers qui s'est faite en avril 2015, et donc avec la volonté évidemment de conquérir les marchés internationaux en vendant des produits laitiers. Mais comme on parlait tout de suite du réchauffement climatique, eh bien ce modèle agricole qui conduit à faire de grandes usines où les vaches ne sortent jamais de leur zone bétonnée, alors que plus on fait de béton, plus on émet aussi du gaz à effet de serre, puisque une tonne de béton, couler une tonne de béton, c'est émettre 900 kg de CO2. Les vaches, dans ce type d'installation, ne vont pas au pré et sont nourries du début à la fin de l'année avec une ration de maïs et de soja la plupart du temps. On ne fait pas non plus de fumier parce que les excréments sont transformés en lisier, ce qui n'est pas le meilleur des fertilisants. Et puis, on produit surtout des produits basiques, si je puis dire, pour l'exportation, comme la poudre de lait, dont d'ailleurs la sortie des quotas laitiers a conduit à en produire et à en stocker au niveau de l'intervention européenne, ce qui fait que c'est ce surplus de beurre et de poudre qui a été produit entre 2014 et 2016 qui a conduit à une baisse du prix du lait qui, dans certains pays, a atteint 30% et qui, en France, demeure très bas puisque le prix du lait était descendu jusqu'à 250 € les 1000 tonnes en 2016. Il serait remonté en moyenne à 328 € au début de cet été. Mais certaines grandes entreprises, comme Lactalis par exemple, ne le payent toujours que 310 € les 1000 litres. Donc on voit bien que ce type de projet s'inscrit aussi dans une démarche qui aboutit à ruiner les producteurs de lait au lieu de les aider à s'en sortir. Avec, je l'ai dit tout à l'heure, un bilan carbone élevé et des marchés incertains, évidemment. Je dirais aussi que ce type de spécialisation agricole, qu'il s'agisse d'ailleurs de production laitière ou de production céréalière, conduit à appauvrir les sols parce qu'ils sont conduits dans le cadre de cette production laitière, par exemple, à pratiquer la monoculture du maïs pour faire de l'ensilage. Et on voit bien que cela fait de sorte que les sols s'appauvrissent d'année en année, en matière organique notamment. Le président a dit tout à l'heure, en faisant allusion à l'actualité, qu'on vivait une fin d'été absolument dramatique avec les moussons et les cyclones qui se succèdent dans certaines régions du monde. Je rappelle à ce propos que ça fait déjà 20 ans que s'est tenue la conférence de Kyoto sur le climat, et 20 ans après, rien de vraiment important n'a été fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Certes,
les pays européens avaient adopté en 2005 comment dirais-je, quelque chose visant à taxer le carbone pour soi-disant réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais si on regarde l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, je le dis dans mon dernier livre, on est passé de 11 milliards de tonnes de CO2 émis en 1980 à 32 milliards de tonnes de CO2 émis en 2015. Et on voit bien les effets de ce changement climatique. Nous avons de plus en plus de sécheresse, y compris dans certaines régions de France et notamment au sud. Le ministère de l'Intérieur a produit cet été une carte des incendies en France et on s'aperçoit que, et c'est pas étonnant, l'année où il y a eu le plus d'incendies, ça a été 2003, année de canicule comme on se souvient. La deuxième année la plus importante, ça a été 2005, avec un été relativement sec. Et la troisième année la plus importante, ça a été 2009, avec là aussi un été relativement sec. Donc, on voit bien le lien entre réchauffement climatique et dégradation de la planète. Cette année, il y a eu encore beaucoup d'incendies en France, en Espagne, au Portugal, mais surtout au Canada, où on en a finalement très peu parlé. Là, nous avons une succession de cyclones avec Harvey, avec Irma, avec José, et tous ces cyclones se forment dans l'océan Atlantique, au large des côtes du Sénégal, où la température de l'eau cet été est autour de 30 degrés, et donc avec une forte évaporation, et donc c'est de là que démarrent les cyclones pour voguer, si je puis dire, vers les Caraïbes, etc., etc. Depuis le milieu du XIXe siècle, le réchauffement global de la planète est de quelque chose comme 1 degré. Et on voit ce que ça donne. Et alors imaginez si, d'ici la fin du siècle en cours, on aboutissait à 3 ou 4 degrés d'augmentation de la température, ce que n'excluent pas les climatologues. Certes, la conférence de Paris sur le climat, la COP21, a retenu l'objectif global de contenir le réchauffement de l'ordre de 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle, mais rien n'indique aujourd'hui que cet objectif sera tenu, puisque s'il est vrai que le texte de la COP21 a été ratifié par suffisamment de pays pour qu'il devienne, comment dirais-je, applicable normalement par tous les pays, eh bien même si tous les pays l'appliquaient, chacun est libre d'avancer à son rythme. On sait par exemple que la Chine dit qu'elle espère inverser ses émissions, la courbe de ses émissions de gaz à effet de serre à partir de 2030. Les États-Unis de Barack Obama avaient un peu le même objectif, et puis Donald Trump, lui, n'a pas encore dit s'il tournait le dos définitivement à la COP21 ou si finalement les États-Unis le ratifiaient. Pour l'instant, il est plutôt dans une trajectoire de non-application de cet accord. Donc, je dirais que, et pas seulement pour l'agriculture, mais la question qui nous est posée, c'est de repenser et de piloter le fonctionnement de l'économie dans ce qu'on appelle un monde fini, c'est-à-dire un monde qui, aujourd'hui, dans lequel on consomme plus de ressources renouvelables que la planète est capable de renouveler chaque année, puisque, vous le savez comme moi, dès le mois d'août maintenant, eh bien, on considère que la consommation de biens renouvelables a été consommée et qu'on vit à crédit pour le reste de l'année. Ben, ça ne pourra pas durer très longtemps. Voilà pourquoi je crois
il faut absolument avoir une réflexion de fond et surtout faire de sorte que des mesures soient prises. Mais quand on regarde l'actualité, on s'aperçoit par exemple que les mêmes politiques continuent. Au niveau industriel par exemple, on continue de faire les délocalisations de production. Et un exemple très parlant qui existe ici en Picardie, c'est Whirlpool. Pourquoi on délocalise Whirlpool en Pologne? Eh bien parce que les salaires sont 3 fois moins élevés qu'en France. Mais en transférant la production de l'usine d'Amiens en Pologne, 1, on détruit un outil de production à Amiens, 2, on coule du béton pour faire la même usine en Pologne, et 3, eh bien, l'alimentation électrique de l'usine se fera à partir de centrales au charbon, très émettrices de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas le cas en France, notamment, par exemple. Donc on voit bien que ces politiques-là, eh bien, elles aboutissent à augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Et si on regarde par exemple le dernier projet du gouvernement d'Édouard Philippe sur le Code du travail, eh bien maintenant une filiale française d'une multinationale, si on estime qu'elle est en déficit, eh bien ce sera facile de la fermer, etc., etc. Ça veut dire aussi que on mettra par des artifices comptables, des usines en déficit pour faire de sorte qu'on puisse délocaliser la production dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Einstein avait dit, il y a déjà très longtemps, je ne me rappelle plus la citation, mais je l'ai notée quelque part, nous ne résoudrons pas les problèmes avec des modes de pensée qui les ont engendrés. Eh bien, je trouve que les tables des 1000 vaches, avec les tables des 1000 vaches, on cherche à résoudre un problème avec justement un mode de pensée qui les a engendrés. Et ce qui est vrai pour les tables des 1000 vaches est aussi vrai pour d'autres choses, notamment ce dont je parlais tout à l'heure, les délocalisations industrielles, qui sont basées sur 2 vieilles théories. La théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, qui a été conceptualisée au début du XIXe siècle, à une époque où il y avait à peine 1 milliard d'habitants sur Terre, et Ricardo prétendait que chaque pays devait se spécialiser pour produire là où il était le plus performant, et que le commerce mondial, après, ferait que tous les pays seraient gagnants, etc., etc. On voit ce que ça a donné depuis. J'en ai parlé un peu avec les délocalisations vers les pays à bas coût de main-d'œuvre. Et puis est arrivée la théorie de la destruction créatrice, qui, elle, a été étudiée et conceptualisée par Joseph Schumpeter entre les 2 guerres, un économiste autrichien. Chez Schumpeter, c'était moins une adhésion à ce qu'il racontait que la description d'un processus, mais quand on parle de destruction créatrice, il faut savoir là aussi que ça augmente le bilan carbone de nos activités. Je vais prendre juste 2 exemples que vous pouvez voir fonctionner ces dernières années. Par exemple, ces dernières années, on a considéré que aller faire ses courses, eh bien, ce n'était plus assez moderne d'une manière classique, et donc il pouvait se rabattre sur les drives. Moyennant quoi, on a construit de nouveaux bâtiments pour préparer les commandes, et on a artificialisé comme ça des terres agricoles. Et à peine a-t-on monté les drives que arrive maintenant la livraison directe avec des cyclistes ou avec des motards ou avec des voitures, et donc c'est encore la nouvelle mode. Eh bien, ce sont des formes de destruction créatrice, effectivement, qui mettent en difficulté celles qui existaient avant. Et il est vrai aussi que cette année 2017, notamment, les chiffres d'affaires, les grandes surfaces marquent le pas, parce que, évidemment, ce qui est acheté dans les drives et ce qui est commandé
est livré par des livreurs, eh bien, n'est plus pris dans les grandes surfaces. Et on voit bien là aussi que tout cela se traduit par un gaspillage et aussi par, comment dirais-je, une augmentation du bilan carbone de l'assiette de chaque consommateur, par exemple. Mais pour revenir à la production laitière, il faut se poser la question, quel est le modèle de production qui est le plus favorable à la fois aux producteurs, aux consommateurs et à la société en général. Il y a en France des modèles qui marchent bien. La filière du comté, par exemple en Franche-Comté, c'est un fromage de grande qualité. C'est seulement 2 races laitières, la Pie-Rouge de l'Est et la Montbéliarde. C'est de la nourriture à l'herbe et au foin, à l'exclusion de l'ensilage. Et, comment dire, même les apports azotés type tourteau sont limités. Moyennant quoi, on fait un fromage qu'on peut affiner pendant 6 mois, pendant 12 mois, pendant 18 mois, 24 mois, 30 mois, voire 36 mois. La production est limitée, puisque chaque coopérative a droit à tant de meules par an en fonction des débouchés qu'a le reblochon. Et en pratiquant de la sorte, eh bien, les 1000 litres de lait sont payés autour de 440-450 euros, alors que c'est autour de 320-330 euros, dans le meilleur des cas aujourd'hui, dans la filière classique, je dirais. Si je prends le Beaufort, en Savoie, c'est un peu la même chose. Si je prends le reblochon, c'est un peu la même chose aussi. Et là, j'ai fait un voyage de presse il n'y a pas longtemps dans la zone de production du reblochon en Haute-Savoie notamment. Et comment ils pratiquent, eux? Eh bien, là aussi, les vaches sont dans la vallée en hiver. Au printemps, à partir de la fin du mois de mai, elles montent aux estives. Et donc, le lait est produit dans la montagne. Il y a du reblochon fermier et il y a du reblochon laitier. Le reblochon fermier est transformé directement aux alpages par les paysans, et le reblochon laitier est collecté par des laiteries et donc fabriqué de la même manière. Dans les 2 cas, il s'agit du même produit, sauf qu'il n'est pas produit au même endroit. Et alors, comme régulation, il y a un petit problème de temps en temps, mais qu'ils ont su régler, parce que au moment où il y a le plus d'herbes, c'est-à-dire à partir de juin, juillet, août, c'est là que les gens mangent moins de reblochon qu'ils mangent en hiver, par exemple. Mais le lait, en plus, on s'en sert pour faire de la taupe de Savoie, et pour faire de l'abondance, qui est un autre fromage savoyard. Et comme ces fromages-là ont une durée d'affinage de plusieurs mois, alors que le reblochon, c'est seulement quelques semaines, eh bien, ils arrivent évidemment à réguler la production de cette manière-là. Et là aussi, eh bien, les 1000 litres de lait, c'est plutôt aux alentours de 550 euros les 1000 litres, par rapport au prix qu'on paye ici ou en Normandie ou ailleurs. On voit bien la différence, et tout le monde est gagnant, parce que le reblochon est aussi un fromage de qualité. Là encore, nourriture à l'herbe et seulement 3 races bovines, à savoir l'abondance, la Montbéliarde et comment dirais-je, une autre vache là dont j'ai oublié le nom, mais je vais me rappeler, c'est la Tarine. Donc, on voit qu'il y a des possibilités de réguler la production et de faire en sorte que le lait soit convenablement payé aux paysans. Mais il n'y a pas que cela, parce que aujourd'hui, ce qui est important dans l'agriculture, c'est de stocker du carbone. L'agriculture
est émettrice de gaz à effet de serre, c'est indiscutable. Il y a notamment la rumination du bovin qui provoque du méthane. Les labours, évidemment, quand on retourne les sols, d'une part il y a le carburant, d'autre part les sols nus, eh bien il n'y a plus de végétation et donc ils ne sont pas capteurs de carbone. Mais les prairies, en revanche, stockent du carbone. Et donc plus on a de prairies, eh bien plus on stocke du carbone. Sauf que, ici, eh bien, il n'y a pas de prairies pour les vaches qui sont dans l'étape des 1000 vaches, puisqu'elles sont tout le temps dans la stabulation. Et, outre qu'elles stockent du carbone, les prairies, quand on sème des graminées et des légumineuses, si on sème plusieurs variétés de trèfle avec du raiegras et du dactyle, par exemple, eh bien, on n'a pas besoin de mettre d'engrais azotés, qui eux sont aussi émetteurs de protoxyde d'azote. Et donc là aussi, on réduit le bilan carbone de chaque litre de lait quand on procède de cette manière-là. Et il faut bien se dire que si par exemple les paysans normands, producteurs de lait, avaient adopté la même stratégie que les francs-comtois, en ne retenant que la race bovine normande, par exemple, en nourrissant leurs bêtes à l'herbe essentiellement, et en ayant, puisqu'ils les ont déjà, 4 ou 5 fromages en appellation d'origine, avec le camembert au lait cru, le Pont-l'Évêque, le Libarot et un ou deux autres, avec aussi une crème et un beurre AOC, s'ils avaient fait tout ça, à mon avis, ils auraient une situation beaucoup meilleure que celle qu'ils sont aujourd'hui, avec des produits de meilleure qualité que ceux qu'ils sont aujourd'hui, parce que ce que les Normands n'ont pas su faire, si vous voulez, et que les Francs-Comtois ont fait, c'est... on peut faire du camembert de Normandie avec de la Primolstein et pas une seule vache normande, par exemple. On peut faire aussi avec une étable comme celle-ci, sans que les vaches aillent au pré. Or, si on veut avoir des produits de qualité, eh bien, il faut qu'il y ait un cahier des charges qui fasse de sorte que le respect de ce cahier des charges soit susceptible de donner un produit de qualité et susceptible en même temps d'avoir un bilan carbone qui sera le plus bas possible. Donc on voit bien qu'il y a des possibilités de sortir de cette impasse productiviste qui finalement ne fait que ruiner les paysans. D'autant plus que nous avons, avec la sortie des quotas laitiers, de la poudre en stock, par exemple, qui fait que c'est pour cette raison-là que les laiteries ne veulent pas augmenter le prix du lait. Parce que figurez-vous que depuis, on a stocké beaucoup de poudre en 2015-2016, et donc comme toute cette poudre n'a pas été vendue, eh bien, les laiteries font pression sur le prix du lait. Mais quand on fait de la poudre de lait, on fait aussi du beurre. Parce que c'est quand il y a trop de lait pour être transformé en yaourt, en fromage et en produits frais autrement, en lait de consommation, que les laiteries font plus de beurre et de poudre. Et après la crise de 2015-2016, qui perdure aujourd'hui, eh bien, la situation a redémarré beaucoup plus vite pour le beurre que pour la poudre. Ce qui fait que le beurre a augmenté de 172% en moins de 2 ans, alors que la poudre est restée très bas. Mais comme la poudre est restée très bas, les laiteries ne veulent pas payer le lait à un prix qu'il devrait être payé, comme avant 2014 par exemple. Donc il faut avoir tout ça en tête pour comprendre que les laiteries, notamment les plus grandes comme Lactalis, mais aussi certaines coopératives comme Sodial, profitent de la situation pour sous-payer les producteurs de lait. Et donc, on voit bien que l'agriculture a besoin de régulation dans tous les domaines, mais la régulation, elle n'existe que dans
quelques domaines. J'ai parlé du comté, j'ai parlé du reblochon et d'autres fromages. Il y a une forme de régulation qui se fait aussi à travers des contrats, par exemple, et dans cette région, il y en a. Il y a un grand groupe de conserve industrielle, c'est Bonduelle. C'est une multinationale, certes, mais Bonduelle a des contrats avec des paysans qui lui fournissent des petits pois, qui lui fournissent des haricots, qui lui fournissent d'autres produits, du maïs doux dans le sud-ouest. Ici, c'est plutôt des petits pois et autre chose. Et il m'a été expliqué que les paysans qui sont en contrat avec Bonduelle, eh bien, leur reste pratiquement toute leur carrière parce qu'ils y trouvent leur compte. Ils y trouvent leur compte parce qu'on connaît le prix d'avance. Donc, si on respecte le cahier des charges, on aura un prix à l'arrivée qui permet de gagner sa vie convenablement. Et donc, ça permet aussi d'avoir une sécurité sur l'exploitation. En général, c'est 15 à 20% de la superficie de l'exploitation qui est sous contrat de cette manière-là. Et pour le reste, ces gens-là peuvent être aussi des éleveurs ou peuvent être aussi des céréaliers ou un peu les deux. Mais ça montre aussi que la contractualisation, eh bien, c'est quelque chose qui est indispensable, je dirais, pour les paysans, parce que ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande, eh bien, il faut savoir que dès que l'offre dépasse la demande de 2 ou 3%, l'offre solvable, la demande solvable de 2 ou 3%, les prix ont tendance, et c'est vrai pour la viande bovine, c'est vrai pour les céréales, c'est vrai pour le lait, les prix peuvent baisser de 25 à 30%. J'ai lu récemment le dernier rapport annuel de l'OCDE et de la FAO. C'est un rapport qui est consacré chaque année au marché mondial des principales productions, dont les 3 que je viens de citer. Et les indices de volume sont en légère augmentation, ce qui fait qu'il y a suffisamment de blé en stock, il y a suffisamment de produits laitiers, il y a suffisamment de viande bovine pour qu'il n'y ait pas de pénurie. Et à partir de là, eh bien, les prix ont baissé effectivement de 20 à 30% dans ces 3 secteurs de production ces 3 dernières années. Et comme la récolte de céréales en 2017 est bonne au niveau mondial, ben, les prix ont tendance encore à baisser à nouveau. Comme il y a du lait en surplus, eh bien, les prix aussi ont tendance à rester très bas, etc., etc. Donc on voit bien que la loi de l'offre et de la demande, eh bien, ça se fait presque toujours au détriment des paysans. Se pose alors la question, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à faire autrement? Je crois qu'il y a besoin de se remettre en cause. Il y a tendance, y compris chez le syndicalisme majoritaire de type FNSEA, à considérer que le marché mondial étant ce qu'il est, il est absolument impossible de ne pas s'y soumettre. Or, moi je dis qu'il est possible de faire autrement, et dans la manière de produire, j'en ai parlé tout à l'heure, et aussi dans la manière de vendre ces produits. Il y a en ce moment les États généraux de l'agriculture. Ça a été voulu par Emmanuel Macron. On se demande ce qui en sortira, parce que, figurez-vous, et ça je suis un peu le seul journaliste à le dire de ces derniers mois, mais il y a 10 ans exactement, en 2007, Nicolas Sarkozy avait mis en place la commission Attali, qui visait, disait-on, à rendre du pouvoir d'achat aux consommateurs en mettant plus de concurrence entre les distributeurs et donc en faisant baisser les prix. Le problème, c'est que le rapport de la commission Attali, qui contenait
un certain nombre de préconisations allant dans ce sens, a débouché sur une loi l'année suivante, en 2008, et cette loi qu'on a appelée la loi de modernisation économique, la LME, et que certains paysans ont appelée loi Michel-Édouard, tellement elle favorisait les intérêts de Michel-Édouard Leclerc, eh bien, cette loi a abouti à faire de sorte que, certes, il y a eu plus de concurrence, certes, il y a eu une très faible inflation au niveau des prix alimentaires, mais comme dans les négociations annuelles sur les prix, pour que les produits soient référencés dans les grandes surfaces, les centrales d'achat de la grande distribution mettaient une pression énorme sur les transformateurs, l'industrie agroalimentaire, eh bien, les transformateurs eux-mêmes, eh bien, réduisaient le prix auquel ils payaient le lait, la viande, etc. aux paysans, et donc les dindons de la farce ont été les paysans. Et figurez-vous que, presque tout le monde l'a oublié, mais le rédacteur final du rapport de la commission Attali, c'était un jeune énarque qui s'appelait Emmanuel Macron. J'aimerais que les journalistes le disent un peu plus souvent aujourd'hui, mais je suis, je vous le dis, à peu près le seul à le dire. Ça s'appelle l'information agricole. Alors ils ont tout un dossier. Ils ont tout un dossier sur un peu le commerce international visant à montrer que, comment dirais-je, le salut viendra sans doute des débouchés qu'on trouvera à l'international. Il y a 2 pages ici, accès au marché chinois à l'horizon 2019 pour la viande bovine française. Ensuite, on tourne la page et il y a CETA. Alors CETA, c'est l'accord avec le Canada. TTIP, pardon. Ça, c'est le futur accord, si accord il y a avec les États-Unis. Mercosur, c'est le futur accord, si accord il y a avec les pays d'Amérique du Sud. Des accords équilibrés sont-ils possibles? Et donc, on spécule pour savoir si ça peut être du gagnant-gagnant, etc., etc. Si on tourne une autre page, on trouve ici un titre qui est démenti par la réalité, les exportations bovines de l'UE au Bofix. En volume, c'est peut-être vrai, mais au niveau des prix, c'est loin de faire le compte, et donc il vaudrait mieux produire moins avec une autonomie fourragère plus grande et avoir des prix meilleurs sur le marché intérieur. Et puis après, il y a une interview avec un titre, un palier des prix atteints en 2017. Oui, ça s'est légèrement amélioré, mais les gens ne gagnent toujours pas leur vie en produisant de la viande bovine. Et puis vient une autre interview après. Pour équilibrer notre marché, il faut solliciter davantage les pays tiers. Voilà. Donc on met dans la tête des paysans qu'il n'y a point de salut hors la vente vers les pays tiers, en plus des ventes à l'intérieur de l'Union européenne. Or, quand on regarde les choses dans le détail, moi je dis que la France a trop de blé à vendre et elle importe parallèlement trop de soja et trop de protéines végétales pour nourrir le bétail. Il vaudrait mieux avoir moins de blé en superficie et cultiver du soja, cultiver des pois protéagineux, et donc cultiver sur notre sol de quoi nourrir le bétail, quitte à avoir un peu moins d'animaux, parce que plus on importe du soja d'Amérique du Sud, plus on contribue aussi à la déforestation de l'Amazonie, et donc plus on contribue au phénomène de réchauffement climatique. Donc je veux dire par là que tout est vraiment à repenser, parce que si on continue comme ça, et ça renvoie à la remarque d'Einstein que je citais tout à l'heure, eh bien on ne s'en sortira jamais de cette manière-là. Donc nous ne résoudrons pas les problèmes avec des modes de pensée qui les ont engendrés. Et les 1000 vaches, effectivement, c'est un peu ça. Donc il me semble que
le combat que vous menez ici, eh bien, c'est un combat d'avant-garde, c'est un combat qui, avec d'autres, peut faire de sorte que on sorte de ce schéma économique qui veut que l'économie doit être une guerre pour garder ou gagner des parts de marché, etc., etc. Parce que la lutte contre le réchauffement climatique, ce ne sera pas seulement changer la manière de commercer, ce sera aussi, de mon point de vue, changer notre manière de consommer. Ce qui ne sera pas supportable dans les prochaines décennies, c'est que la consommation de viande à travers la planète, par exemple, continue d'augmenter comme elle augmente aujourd'hui. Ce ne sera pas tenable. Si 9 milliards d'humains en 2050 doivent consommer 80 ou 90 kilos de viande par an comme le font les Français ou encore plus comme le font les Américains, eh bien c'est pas 2 degrés de réchauffement climatique qu'on aura, mais 3 ou 4 degrés et sans doute aussi des famines et des pénuries parce que ce sera pas supportable. Donc on voit bien que on est quelque part dans un système qui est à bout de souffle et que les choses sont à repenser de fond en comble. Moi, depuis 7-8 ans, je consacre l'essentiel de ma réflexion à ces questions-là. Je ne suis pas un économiste de formation. Je peux dire même qu'il est possible, le plus probable était que je ne serais jamais devenu journaliste puisque je suis un fils de paysan. Quand j'ai eu 14 ans, mon père a changé d'exploitation, a pris une ferme plus grande. Il m'a dit, j'ai besoin de toi, donc tu n'iras plus à l'école. J'ai travaillé sur la ferme de 14 à 24 ans. À 24 ans, comme je n'avais pas d'avenir sur ma ferme, puisque mes parents étaient encore jeunes, je suis allé travailler en usine. Et puis, 18 ans plus tard, c'était Kléber-Colombe, les pneus. L'usine a fermé. Comme j'étais un syndicaliste et un militant politique, on ne voulait pas me reclasser. Et comme on ne voulait pas me reclasser, mais que j'avais une pratique rédactionnelle de militant ouvrier, j'ai fait un stage à l'Humanité, on m'a gardé après. Comme j'étais d'origine paysanne, on m'a donné les dossiers agricoles à suivre. Depuis cette date, eh bien, j'ai beaucoup réfléchi, évidemment. Et depuis que je suis en retraite, comme je suis plus libre de mon emploi du temps, tout en collaborant à l'Humanité, eh bien, j'ai écrit quelques livres, dont les 5 qui sont là. Je suis aussi un grand-père qui pense à l'avenir de ses petits-enfants et de tous ceux qui ont leur âge ou qui vont naître au cours de ce siècle. La plus jeune de mes petites filles a 70 ans de moins que moi. Et quand elle aura mon âge, peut-être que nous aurons pris 3 ou 4 degrés. Mais dans quel monde vivront ceux qui naissent aujourd'hui, ceux qui vont naître dans les prochaines décennies? Il faut qu'on se pose cette question, je crois, et en se les posant, et en militant, en prenant nos affaires en main comme vous le faites ici, je pense qu'on pourra marquer des points, mais je dirais qu'il est urgent d'agir parce que les phénomènes climatiques que nous observons ces dernières semaines, moi j'y suis très attentif, mais ça doit nous inviter à réfléchir beaucoup, et j'aimerais, moi, que ça conduise nos dirigeants politiques à réfléchir autant. Malheureusement, ils sont dans l'immédiateté, ils n'ont pas de réflexion prospective, ils n'ont pas de réflexion à long terme, et je trouve que cela est dramatique aujourd'hui. Alors je ne voudrais pas noircir le tableau, mais je ne vous cache pas que je suis, je ne dirais pas pessimiste, mais inquiet un peu de cette inconscience qui est trop partagée par les dirigeants politiques de pratiquement tous les pays du monde, ou pas loin. Voilà, j'en arrête là et je préfère qu'on ait un échange après pour que vous alliez ensuite vaquer à vos autres occupations. Merci à vous.